Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Photo de famille, 2 chefs d'État, 5 chefs de gouvernement réunis en conclave dans un château près de Bonn, en Allemagne. Ce sont les 7 dirigeants des pays les plus importants du monde occidental. Pendant 2 jours, ils vont autopsier l'économie mondiale, dresser un bilan, proposer des remèdes. Sur le bilan, tout le monde est d'accord. Il faut donner un coup de pouce aux économies européennes. La croissance américaine est suffisante pour l'instant. Pour les remèdes, eh bien, cette première journée a été très prometteuse et c'est une surprise. De Bonn, les envoyés spéciaux d'Antenne 2 racontent. Voici le président des États-Unis. Et depuis qu'il est à la Maison-Blanche, Jimmy Carter n'a pas plus failli que ses prédécesseurs à son personnage. Une grande attraction. Tradition, symbole ou réalité, quand un chef de l'exécutif américain se déplace, il provoque la curiosité ou le magnétisme, comme s'il s'agissait du suzerain visitant ses terres. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Et pour le président américain, l'étape allemande est pleine d'interrogations. Les pays industrialisés n'attendent plus que la bonne parole vienne de Washington. Français, Allemands, Japonais ont des intérêts communs ou complémentaires. Et tous attendent des États-Unis des actes, un engagement plus précis dans les affaires du monde, surtout sur le plan économique. À Londres l'an dernier, l'Europe attendait avec intérêt ce nouveau président. À Bonn, les Européens ne cachent pas leur méfiance à l'égard des États-Unis. Or, la marge de manœuvre de M. Carter est très mince. Il arrive ici sans proposition, on dit même qu'il arrive les mains vides. Alors qu'aux États-Unis, son projet énergétique reste dans les tiroirs depuis plus d'1 an. Que sa baisse de popularité ne fait que s'accentuer et que le Congrès se conduit à son égard plus en adversaire qu'en partenaire. Situation difficile pour le président américain. Que peut faire donc M. Carter? Peut-être regagner la confiance de l'Amérique, mais aussi celle de l'Europe. Car on sait que les décisions importantes vont se prendre aujourd'hui et demain. Car il s'agit sans aucun doute du sommet le plus important des 4 jamais tenus. Philippe Sassier vous en rappelle l'enjeu économique. Après les sommets de Rambouillet en 1975, celui de Porto Rico en 1976 et 14 mois après celui de Londres l'an passé, voilà donc le 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement des 7 pays les plus riches du monde occidental. À eux seuls, ils représentent 70% des exportations des pays industrialisés occidentaux. Mais ils sont malades de la crise. Tous connaissent le chômage. L'Italie a dû emprunter de l'argent comme une vieille famille en difficulté. L'Angleterre également a dû faire des dettes. En l'espace de 10 mois, le dollar a perdu 25% de sa valeur. Étendu que la France et le Canada s'efforcent à la rigueur, parfois à l'austérité, seuls le Japon et l'Allemagne ont repris des couleurs grâce notamment à leur discipline économique. Nous sommes tous concernés par ce conseil d'administration des plus grands pays industrialisés où l'on va entendre les arguments suivants. Valéry Giscard d'Estaing dira aux Américains « Achetez moins de pétrole, le dollar ira mieux ». Aux Japonais, il demandera d'acheter davantage de produits européens. Jimmy Carter répondra « Nos plus grosses importations sont maintenant celles de biens d'équipement. Il faut que le Japon et l'Europe achètent davantage de produits industriels et agricoles made in USA ». Takeo Fukuda, le japonais, va probablement proposer d'augmenter les importations japonaises, mais ce n'est pas la première fois qu'une telle promesse est faite. Quant à Helmut Schmidt, il insistera sur la nécessité de stimuler la croissance pour faire diminuer le chômage. Les 7 pays les plus riches et les plus puissants ont déjà parlé de concertation économique, mais peut-on croire que rien ne sorte de cette réunion de Bonn? Concertation économique, or selon le chancelier Helmut Schmidt, elle aurait déjà fait des progrès. Dès ce soir, il semble en effet acquis qu'une stratégie commune ait été mise sur pied pour sortir de l'ornière de la crise économique. Tous les pays représentés ici à Bonn s'engageraient donc à respecter des objectifs économiques déjà très précis et même chiffrés. En somme, ils pourraient quitter Bonn avec dans leur cartable une liste déjà précise de devoirs obligatoires à accomplir dès leur retour à la maison. Les USA s'engageraient par exemple à brûler un peu moins de pétrole et les Japonais à acheter un peu plus en Europe et aux États-Unis.
Les Allemands, de leur côté, promettraient de relancer leur économie grâce à des dégrèvements fiscaux, quitte à accepter 1 point d'inflation en plus. La France apporterait quant à elle sa contribution à cet effort commun par le biais déjà connu d'un plus important déficit du budget de l'État. De bonnes résolutions donc, mais attendons le communiqué final de demain soir. C'était il y a exactement une semaine à Pampelune. Depuis, tout le Pays basque espagnol s'est embrasé, heurts avec la police, émeutes qui ont fait plusieurs victimes. Aujourd'hui, 15 000 personnes appartenant à tous les horizons politiques s'étaient réunies à San Sebastián pour protester contre la violence de l'intervention policière, violence reconnue par tous, y compris les autorités. La journée s'est déroulée sans incident, les policiers ayant cette fois jugé bon de ne pas intervenir. Renteria, Saint-Sébastien est à 8 km. Ici, la majorité silencieuse est descendue dans la rue. Ceux qui d'ordinaire condamnent la violence terroriste de Théa se rassemblent pour dénoncer la violence policière. L'autre jour, une compagnie de police armée a chargé dans les rues, démolissant tout sur son passage, pillant les boutiques dont elle brisait les vitrines, tirant sur ceux des habitants qui observaient la scène depuis leurs fenêtres. Alors, ceux qui d'habitude se taisent se joignent aujourd'hui aux extrémistes qui réclament le départ des corps spéciaux de la police du Pays basque, ces corps que l'on appelle ici forces d'occupation. Ils ont tout cassé, les boutiques, les bijouteries, un magasin de meubles. Comme ils ne pouvaient taper sur personne, ils ont cogné sur ce qui leur tombait sous la main. Je me demande s'ils n'étaient pas drogués, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Dans la boutique, on a trouvé cette balle de gomme. Ils nous ont cassé 2 vitrines, l'une avec cette balle, l'autre peut-être avec des pierres ou bien avec leurs armes. On utilise beaucoup ce type de balles? Oui, pour dissoudre les manifestations, ce sont des balles qu'ils tirent avec leurs fusils. Le Pays basque, dont certains, ETA par exemple, réclament l'indépendance totale, est aussi l'une des premières régions économiques d'Espagne, aux fourneaux, industrie mécanique ou énergétique. Pacifier la région, c'est aussi créer les conditions de la prospérité. Jusqu'à présent, un pas a été fait avec l'octroi aux Basques d'un statut d'autonomie, mais les partis politiques le trouvent vide de contenu. Les événements de ces derniers jours prouvent qu'il faut accélérer le passage du centralisme à l'autonomie pour que le peuple basque soit maître de ses décisions. Avec la création d'une police basque, c'est effectivement important. Cela permettra-t-il la pacification du Pays basque? Oui, nous croyons que ces événements ont montré qu'il faut absolument mettre en route le mécanisme qui aboutira à la création de cette police sous le contrôle du gouvernement élu d'Euskadi. Alors, la violence règne toujours. Et cette région où plus de 30 personnes sont tombées depuis le début de l'année, victimes du terrorisme, demeure une menace permanente pour le nouveau régime espagnol. La décision du président libanais Elias Sarkis de ne pas démissionner est appréciée diversement. Satisfaction de Kurt Waldheim, le secrétaire général des Nations Unies, scepticisme de Béchir Gemayel, le chef des conservateurs chrétiens, qui estime que le président libanais ne pourra jamais imposer l'autorité de l'État dans son pays. Cela montre combien la situation politique est fragile et combien, sur le terrain, le cessez-le-feu reste précaire. Mais que deviennent les Libanais? Une équipe d'Antenne 2 avec Philippe Rochaud et Gérard Derlet est à Beyrouth. Sur tous les visages rencontrés se lit une seule chose, le désespoir. 5 cessez-le-feu par semaine, des accords jamais appliqués, les commerçants de Beyrouth ne croient plus à la paix. Ils viennent de profiter de la dernière accalmie pour évacuer leurs magasins du centre-ville. Cet homme a perdu 200 000 nouveaux francs de marchandises pendant les derniers affrontements. Et cette fois, il s'est juré de ne plus se faire prendre au piège. Une chose de, disons, d'être prudent seulement, vous voyez. Beyrouth vide ses magasins mais se vide aussi de ses habitants. La capitale libanaise reste figée dans la peur. Rues désertes du matin au soir, soldats syriens et combattants chrétiens cachés dans les décombres du marché. L'armée syrienne s'est épuisée dans ces ruines où flotte encore l'odeur des cadavres. Son moral est au plus bas. Ce jeune officier qui commande le front du centre-ville m'a confié qu'il voudrait rentrer chez lui,
car il ne sait plus où est l'ennemi, mais qu'il devait rester au Liban. Je ne reviendrai en Syrie que quand la paix sera assurée à Beyrouth. Pour cela, il faudra que l'armée libanaise soit suffisamment forte pour qu'elle puisse prendre la place de l'armée syrienne. Alors, à ce moment-là, l'armée syrienne pourra se retirer, car nous avons une mission à assurer sur notre front et pas ici. Quels sont vos rapports à présent avec les Libanais ? La population libanaise m'a beaucoup déçu. Dans mon pays, en Syrie, je ne connais pas les problèmes confessionnels. Ici, je parle avec un musulman, il me dit qu'il veut se venger des chrétiens. Je parle à un chrétien, il dit qu'il veut se venger des musulmans. Il n'y aura jamais la paix tant que cette mentalité restera. Dans les quartiers chrétiens, l'état de siège est permanent. On se jure de ne jamais laisser rentrer l'armée syrienne. Fort de l'appui d'Israël, le moral reste haut chez les combattants. Pas question de rendre les armes. Les leaders politiques posent d'ailleurs des conditions difficilement acceptables. Nous sommes prêts à nous retirer immédiatement dès que les forces syriennes se seront retirées. Nous sommes après tout dans notre pays. Nous défendons notre pays, nous défendons nos foyers, nous défendons nos libertés et notre dignité. Alors qui va faire régner l'ordre si les Syriens ne sont plus là? Mais les Syriens ont fait régner le désordre. Voilà pourquoi la question ne se pose vraiment pas. Mais si les Syriens se retirent, au fond ils étaient venus pour mettre fin à la guerre civile, officiellement du moins. S'ils se retirent, la guerre civile va reprendre. Non seulement ils n'ont pas mis fin à la guerre civile, il n'y avait pas de guerre civile, il y avait une guerre libano-palestinienne. Au lieu d'y mettre fin, ils ont apporté au Liban leur propre guerre à cause de leur esprit de domination. Le rêve syrien a toujours été de dominer le Liban. Et c'est ce rêve qu'ils veulent réaliser à tout prix, parce qu'ils sentent qu'au fur et à mesure que les Libanais prennent conscience de leurs moyens, c'est le départ fatal des Syriens à une date plus ou moins prochaine. Les églises des quartiers chrétiens de Beyrouth sont à moitié vides. Très éprouvés par les bombardements, désorientés par l'attitude très dure de leurs dirigeants, les chrétiens de Beyrouth-Est sont partis pour la plupart. La messe reflète le visage du drame que vit le Liban. Encerclés, bombardés dans leurs maisons, ces gens sont persuadés qu'une guerre contre les chrétiens a commencé. Et l'on peut difficilement leur prouver le contraire. Alors, ils se rapprochent des miliciens et de leurs chefs qui ne manquent pas d'exploiter ce sentiment. C'est le cercle infernal du conflit libanais. Contre la condamnation des dissidents soviétiques, la voix de Paul VI s'est mêlée ce matin à la vague de protestations qui déferle du monde entier sur le Kremlin. Le Saint-Père, de sa résidence d'été de Castel Gandolfo, s'adressant aux dirigeants soviétiques, a dit qu'il fallait considérer ces protestations comme une manifestation de solidarité de l'humanité pour la défense des droits de l'homme et non comme une ingérence. Le pape a demandé à l'URSS d'appliquer les accords d'Helsinki. Pour des raisons de sécurité, la rencontre Égypte-Israël-États-Unis mardi au niveau des ministres des Affaires étrangères aura lieu dans un château du Kent à Leeds, un château fort comme vous l'avez vu et non à Londres comme prévu car on craint une manifestation de terroristes. Andrew Young, le représentant américain à l'ONU, s'est fait tirer l'oreille par le président Carter à la suite de ses déclarations dans le journal français Le Matin. Tous les propos de M. Young ne cadrent pas avec la diplomatie américaine, reproche-t-on au fugueux ambassadeur. Le Portugal, un pays avec lequel vous ferez plus ample connaissance cette semaine. On va vous en parler puisque le président de la République va s'y rendre en visite officielle à partir de mercredi. Et d'ailleurs, notez à ce propos que demain soir, Mário Soares, le Premier ministre portugais, sera l'invité du journal d'Antenne 2. Quand on évoque le Portugal, on se remémore une photo, la révolution des œillets du 25 avril 1974. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé pour les Portugais? Eh bien, à la lumière de ce reportage de Bernard Benjamin et François Granier, je serais tenté de répondre à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose.
Póvoa do Varzim, à 20 km au nord de Porto, un petit village de pêcheurs comme tant d'autres où la vie se déroule au rythme de la marée. Ici, tout le monde travaille, les hommes, les enfants, mais surtout les femmes. Estão trabalhando na vida de sargaço, na vida de sargaço para secar, para a agricultura, para as terras. É um trabalho muito duro, não é? Trabalho muito duro, bastante duro. Trabalho de escravos, não é? Trabalho de escravo. La mer, le pêcheur, c'est la vie du pêcheur ici au Portugal, c'est la misère. Et c'est pour ça qu'on a fait la politique. Est-ce que les choses ont beaucoup changé depuis le 25 avril ici? Oui, le 25 avril, il fait bien pour une chose, mais pour l'autre chose, c'est pas bon. Par exemple, c'est la liberté, tout le monde, la prison. Pour la liberté? Oui, liberté. Et tout le monde parlait mieux un petit peu, un avec l'autre, c'est mieux que l'avant. Mais c'est la vie, c'est plus cher. Et c'est vrai que les prix n'en finissent pas de monter. 30 à 40% d'inflation par an, c'est beaucoup pour tous les Portugais. C'est trop pour le monde des pêcheurs qui représente 15% de la population du pays et qui ne peuvent que s'en remettre à Dieu. Partis dès l'aube, à 4 heures du matin, les pêcheurs de Póvoa rentrent vers 13 heures, les barques chargées de poissons. Et ce sont toujours les femmes qui sont là, les femmes avec leurs rondins grâce auxquels on va pouvoir pousser le bateau jusqu'en haut de la plage. Tout le monde participe à l'opération parce que même si chacun est propriétaire de sa barque ici, c'est la solidarité qui l'emporte. C'est ici, au marché de Póvoa, que se fait le salaire des pêcheurs. Ils peuvent gagner jusqu'à 3 000 francs par mois, mais en hiver, ils atteignent difficilement les 700 ou les 800 francs. La révolution des œillets ne leur a pas apporté tout ce qu'ils espéraient. Le 25 avril, c'était il y a 4 ans, c'était surtout à Lisbonne. À Póvoa do Varzim, on attend toujours les réformes promises par la social-démocratie de Mário Soares. Élection partielle de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, la participation était très faible en fin d'après-midi puisqu'elle n'était que de 30,40%, mais nous sommes un 16 juillet. Cette élection, je vous rappelle, oppose M. Raymond Wallner, père, à Mme Marie-Thérèse Gutmann, et les bureaux de vote fermeront exceptionnellement à 21 h, donc je n'ai évidemment pas de résultat à vous proposer. Nous vous parlions hier de l'Airbus avec une mauvaise nouvelle. La compagnie américaine United Airlines a préféré le Boeing. Eh bien aujourd'hui, sourire pour l'Airbus. Le Pakistan en achète 4 exemplaires fermes et en commande 6 autres. Au total, 149 Airbus ont été commandés, dont 104 fermes. L'enquête sur la catastrophe du camping Los Alfaques progresse. D'après un journal catalan se référant aux premiers résultats, il semblerait qu'une fissure dans la cuve de la citerne soit à l'origine de l'accident. Dernier bilan de la catastrophe, 150 morts. Et au Mexique, une collision en série sur une autoroute entre plusieurs véhicules et un camion de gaz a fait 30 morts aujourd'hui et 150 blessés, le camion ayant explosé. Tour de France, un coup de théâtre que j'apprends à l'instant. Le Belge Michel Pollentier, qui avait revêtu le maillot jaune, devra le rendre, puisque, vainqueur de l'étape à l'Alpe d'Huez, il a été déclassé pour tentative de fraude au cours du contrôle médical. C'est ce que j'apprends à l'instant même et je n'en sais pas plus. On vous a présenté tout à l'heure dans Stade 2 un résumé complet, mais je voudrais quand même maintenant vous présenter un autre résumé des grands événements de ce dimanche sportif. Tour, tennis, tiercé, et alors donc l'arrivée de Pollentier qui a été déclassé. La première étape alpestre, Saint-Étienne-l'Alpe d'Huez, avec l'ascension des cols de Huitel et de l'Alpe d'Huez, n'a pas contribué à creuser des écarts importants en tête du classement. Michel Pollentier s'est imposé devant Joseph Bruyère qui a craqué, mais il a également manqué une bonne occasion de prendre une option sur la victoire finale. Cependant,
Et bien que vainqueur cet après-midi, Michel Pollentier a été déclassé pour tentative de fraude au cours du contrôle médical. C'est donc le Landais Zoetemelk qui porte ce soir le maillot jaune devant Bernard Hinault à 14 secondes, Nick Kuiper à 5 minutes 31 et Agostinho à 6 minutes 10. Finalement, la France n'aura pas réussi à franchir le cap des demi-finales de la zone européenne de la Coupe Davis, battue 3-2 par la Grande-Bretagne cet après-midi à Roland-Garros. Le tennis français a quand même la satisfaction d'avoir découvert un joueur de grande classe en la personne de Yannick Noah. Ce garçon de 18 ans, d'origine camerounaise, a rapporté cet après-midi le deuxième point de la France en battant l'anglais John Lloyd en 3-7, 6-3, 6-2, 7-5. Auparavant, Eric de Blicker, que nous voyons sur ces images, de Blicker avait dû s'incliner en 3-7 devant Christopher Mottram, 7-5, 6-4 et 6-1. Le tiercé aujourd'hui se courait à Saint-Cloud dans le handicap d'été. Le résultat, l'As Palmonès, le 3 Egmont, le 6 Béaconner. Les rapports sur votre écran, 1740 francs dans l'ordre, 348 francs dans un ordre différent. Voilà, et pour être tout à fait complet, j'ajoute que l'Argentin Carlos Reutemann sur Ferrari a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Niki Lauda. Un autre Tour de France que nous suivons, nous aussi, à Antenne 2, c'est celui à voile. Nous en sommes à l'étape Saint-Malo-Roscoff. Les 3 premiers bateaux s'appellent Brest, Nantes et Marseille, des noms de villes comme tous les bateaux qui participent à cette course. Les 20 partants qui parcouraient l'étape de la Marée Noire vont rentrer après-demain à Brest. Ils ont rencontré, nous signale Henri Gallet, du soleil et pas de mazout. Henri Gallet qui s'est intéressé autant aux bateaux qu'à ceux qui vivent à bord. Sur le Tour de France à la voile, les 20 bateaux de la course ont leur chien de garde. Il s'appelle Bel Espoir, c'est le 3-mâts du père Jaouen. Bel Espoir, un bateau de 39 mètres construit au Danemark en 1944. L'équipage est constitué d'officiers de la marine marchande qui font ici leur service militaire. À chaque port, le grand navire embarque des passagers passionnés de voile ou tout simplement amateurs de bronzette. Ce qui m'intéresse, un peu changer de la mer de Paris, des problèmes et tout ça qu'on peut trouver sur Terre. Et là, c'est chouette. Depuis 2 jours, il y a du soleil. C'est l'ambiance du bord, c'est très spécial. C'est l'ambiance des gens qui vivent en mer. C'est très chouette. C'est une découverte. Qu'est-ce qui vous intéresse? Non, ce n'est pas la voile. C'est beaucoup plus la rencontre de gens provenant de tous les horizons sociaux, dans une fraternité que j'appellerais la fraternité de bord. J'ai voilé en Hollande aussi. Sur un gros bateau? Oui, on a les bateaux plats. Le rôle du Bel Espoir dans la course, c'est aussi de conserver le contact radio avec les équipages, la nuit en particulier, où le sommeil peut faire tomber la vigilance de certains skippers. Radio Bel Espoir diffuse alors des informations météo, quelques morceaux de musique et organise parfois des jeux. Le père Jaouen, qui connaît bien le milieu de la course en haute mer, s'intéresse particulièrement au Tour de France à la voile. Pour la première fois dans une régate, on a aligné des bateaux de série, tous identiques. C'est la valeur des équipages qui fait la différence. C'est la première fois qu'on trouve une course vraiment à la portée de tout le monde. J'entends à la portée, non pas sur le plan technique et sur le plan professionnel, mon Dieu, ils défendent pas si mal, mais surtout à la portée parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Il y a n'importe quel jeune qui veut naviguer, finalement peut naviguer à l'heure actuelle grâce à cette course. Je dirais même que souvent, par exemple, il y a des bateaux qui sont à la recherche d'équipiers. Ça prouve qu'un garçon de bonne volonté qui a envie de naviguer et qui se trouve là au bon moment peut appareiller au large grâce à elle. Et je crois que ça, c'est énorme. Vous voyez, parce que dans les autres courses, les super champions, c'est également le super fric et ça sélectionne de façon tout à fait spéciale. L'étape Cherbourg-Saint-Malo, courue par Petit Temps, a été l'occasion pour les équipages défavorisés au plan athlétique de se rattraper. Ainsi, le bateau Deauville, le bateau le plus jeune de la course, s'est classé second de l'étape et du classement général. Après avoir pris de bonnes options, en particulier en utilisant les courants du Raz Blanchard près du cap de la Hague. En Deauville, ça va? C'est bien passé? Racontez-nous un peu l'étape, là. C'était dur hier soir, quand il n'y avait pas de vent dans le Raz Blanchard. On a passé le Raz Blanchard en tournant les uns sur les autres. Et alors? C'était nerveusement dur. C'est ça le... Et puis cette nuit, il a fallu vraiment travailler avec tout le courant. C'est ça qui a été fatigant. J'ai pas dormi depuis le départ, j'ai pas dormi.
C'est assez rare dans une course de voilier, l'absence de vent et les forts courants rencontrés dans cette étape ont fait que des bateaux se sont vus passer certaines bouées en marche arrière. Après Saint-Malo, le Tour de France fera escale à Roscoff, Brest et Concarneau. Parlons cinéma. Un film brésilien sort cette semaine sur vos écrans, Chica da Silva. Sur les affiches d'ailleurs vous verrez écrit Xica, mais cela se prononce Chica, paraît-il en portugais. C'est une langue que je ne parle pas, j'avoue. C'est l'histoire d'une esclave noire, une forte tête qui va faire la pluie et le beau temps dans un Brésil du XVIIIe siècle livré à la brutalité et à l'avidité des colons chercheurs de diamants. Film signé par Carlos Diegues, l'un des grands du cinéma brésilien. Dans le Brésil des années 1760, Chica da Silva a existé. C'était une esclave noire qui, devenue la maîtresse de João Fernandes, le contratador de diamants, a vengé la première les humiliations subies par les siens. Elle est devenue une sorte d'héroïne nationale, une Jeanne d'Arc noire, à ceci près qu'elle n'avait rien d'une pucelle et qu'il serait bien impossible de la canoniser. J'en veux moi aussi. Servez-la. Nettoie! Nettoie! Sensualité, exubérance, imagination, irrévérence, Chica, pour Carlos Diegues, le réalisateur du film, résume les traits les plus typiques du génie noir. Il a reconstitué un Brésil mi-sauvage, mi-policé, entre l'anarchie et la bureaucratie, avec ses bandits, son seigneur, ses manigances de cour, et le roi au Portugal, qui s'enrichit sous les soleils lointains de ses conquêtes. Chica da Silva de Carlos Diegues, un film qui d'ailleurs est coproduit par Antenne 2. Je vous rappelle donc que la principale information sportive qui est tombée en cours de journal, Michel Pollentier, donc le maillot jaune du Tour de France à l'Alpe d'Huez, a été mis hors course pour tentative de fraude au contrôle médical. C'est donc Zotemelk qui enfile le maillot jaune. Il me reste à vous parler, pas de la pluie, mais du beau temps. En effet, la météo annonce pour demain du soleil. Des nuages apparaîtront au cours de la journée près de l'Atlantique et dans le nord et le nord-est. Mais ils ne seront, paraît-il, pas très nombreux. Quelques orages en montagne. D'une façon générale, la chaleur persistera. À 22h20, Pierre-Alain fera pour vous un dernier point de l'actualité dominicale avec toute la rédaction d'Antenne 2. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et de reprendre votre travail demain, si c'est le cas, avec bonne humeur. Bonsoir.